Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de réaction et de commentaires sur des films et séries sur les gladiateurs. Bonjour Brice. Bonjour Michel. Alors cette fois-ci, une série documentaire, puisqu'on va voir un épisode de la série sur les 8 jours qui ont fait Rome, une série qui a été diffusée sur Smithsonian Channel, une chaîne américaine. Et ici, on va essayer de retranscrire l'histoire de Rome sur 8 grandes dates. Sur cet épisode, on s'intéresse justement à l'inauguration du Colisée. Et la question qui se pose dans cet épisode, c'est comment les Romains, une grande civilisation intelligente, construite, a pu se perdre dans des jeux sanglants et très violents. Déjà, quand ça part comme ça part pas forcément très bien, j'ai envie de vous le dire. Et on part avec un a priori, un préjugé, on se dit c'est forcément sanglant. Et donc, on va voir ce que ça donne à l'image, mais a priori, on ne va pas être sur du très beau. Alors, pour la dernière information, cette série est sortie en 2017. Donc là, par rapport à ce qu'on avait vu avec Stanley Kubrick, normalement, on est un petit peu plus avancé quand même sur la recherche. Oui, c'est un peu ce qui est dommage avec les nouveaux documentaires, les nouveaux films, les nouvelles séries, celles qui arrivent là maintenant, après les années, on va dire 2010, où un grand nombre de chercheurs allemands, italiens et français ont travaillé sur les gladiateurs, ont amené des données, on a des thèses universitaires qui sont sorties, et donc du coup, on ne devrait plus avoir ces a priori et ces préjugés qui présentent la gladiature comme sanglante et sanguinaire. Mais bon, on devrait avoir un équipement au moins à peu près possible. L'équipement maintenant est connu au moins. Oui. On va voir ça et on va lancer. J'ai un joli rétière. Comme d'habitude. Et là, son adversaire, c'est... Bon. C'est... Voilà. Cette panoplie, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans l'histoire du costume au 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est un assemblage d'éléments plus ou moins archéologiques. Sans la compréhension de ce qu'est une panoplie et sans, encore une fois, la compréhension de ce qu'est le couple gladiatoriel, la paire de gladiateurs. Et donc, ça met de côté toutes les sources littéraires, toutes à 100%, qui disent que les gladiateurs sont loués par paire. Et donc, les Romains font bien cette idée de paire. Et là, on voit un casque, à grande crête, plus ou moins approximatif, mais qui pourrait être un casque de Thrace ou de Myrmillon, peu importe. Il a des protèges tibias, voilà, donc qui ne sont pas forcément adaptés. Un bouclier plat, on pourrait dire, c'est un bouclier gaulois. Oui, presque. Ouais. Sauf que la poignée, regarde comment elle est. Ouais, la verticale, on le voit bien. Une poignée verticale, donc un bouclier qui existe peu ou prou. Une épée de grande taille, qui n'est pas du tout... alors on est soi-disant à l'inauguration du Colisée, donc on n'a plus du tout ce grand type d'arme chez les gladiateurs. Et puis surtout, cette protection pectorale, peut-être une spongia pectori de provocateur, mais voilà, Ouais, c'est quelque chose avec un pseudo-bouclier. C'est comme un umbo de bouclier. Ça ressemble à un umbo de bouclier, un umbo de bouclier posé sur la poitrine comme ça, pour faire un peu médiéval fantastique, pour faire, voilà. Oui, là on est clairement dans du médiéval fantastique finalement. Sur la partie haut du corps, pas de manica, l'espèce d'épaulette, de spalière sur le bras gauche, ça... Oui, on est sur quelque chose qui n'est pas sourcé, à part quelques petits éléments qui essayent de revenir vers des sources, comme on le disait, le casque, voilà. Mais c'est un assemblage, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. De toute façon, je pense vraiment que ce n'est pas l'objectif du documentaire. Il ne cherche pas à montrer quelque chose de réaliste. Ce qui est intéressant, qu'on a déjà dit pour Spartacus de Kubrick, c'est qu'on a encore une fois un rétiaire. Et vraiment, le rétiaire, c'est le gladiateur qui est à la fois facile à montrer, trident filé, t'oublies le poignard et voilà. Il n'a pas de casque, donc on peut montrer son visage. Et à l'image, on se dit qu'avec le filet, ça va passer. Ouais, voilà, on a déjà fait une partie du travail. C'est ça, rien qu'avec ça. Celebrities in their own right, a bit like when Muhammad Ali met Joe Frazier in Manila.
Although the fight between two champions would have been a big draw, there was another key reason to attend this spectacular first day of the games. Ah, les petits fagnons. Ouais, C'est intéressant. A chance for the crowd to let their emperor know what they Non, thought mais of tu him. regardes le combat quand même. Hein. Here, C'était, they could cheer and applaud. or Et les costumes sont pas si mauvais en soi. Bon, voilà. La toge, la howl. tunique. Opinion poll. Bon, ça c'est... Titus was hoping that the grand finale of his open Il y a l'arbitre. Alors, ça c'est intéressant quand même. Ouais. C'est quand même, je sais pas. Alors, il y a l'arbitre, hein, il a une tenue. C'est une tenue d'origine. C'est une tenue d'origine, je sais pas. Je sais pas, avec les lanières comme ça fait penser un peu à une tenue d'origine. On fera un spécial que pour vous, messieurs, dames, sur les origes, parce que là, non, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu lui mettre une cuirasse, quelque chose à l'arbitre, mais très intéressant, il a un bâton. Quand même. Quand même, il a un bâton, donc ils ont quand même, je ne sais pas où ils ont trouvé, ils ont réussi à trouver que l'arbitre pouvait avoir un bâton, et voilà, ils ont peut-être regardé quand même une source, c'est intéressant. À noter, sur l'image sur laquelle tu es arrêté, là, on le voit bien, si on compare encore une fois avec ce qu'on a vu, notamment chez Kubrick, le Subicaculum, là, Voilà, là c'est devenu c'est une robe. jusqu'au dessous du genou, enfin, c'est un peu n'importe quoi, et ça le rend un peu ridicule. Ce qui est dommage, c'est que finalement, chez Kubrick, qui est quand même un bon moment avant, on a finalement des gladiateurs qui visuellement sont plus beaux. En tout cas, sont quand même plus corrects. Clairement, à part le casque, ici qu'on n'a pas du tout chez Kubrick, on a sur le Spartacus de 1960 une image plus réaliste de la gladiature, d'autant qu'on est dans une gladiature, encore une fois, d'entraînement chez Kubrick. On n'est pas dans l'amphithéâtre. Là, on est dans l'amphithéâtre. On devrait avoir du clinquant, on devrait avoir du brillant, le casque devrait être brossé. On est à l'inauguration du Colisée. Et d'ailleurs, l'historienne évoque un passage de Martial dans l'ouvrage sur les spectacles du combat de Priscus et Verus, et qu'elle compare à Mohamed Ali et Fraser, un combat de boxe. Donc elle compare deux grands champions de l'Antiquité mis en avant par Martial et deux grands champions du monde sportif d'aujourd'hui. Alors c'est sympa de pouvoir faire des comparaisons, mais là je trouve que ça tombe un petit peu à l'eau, puisque d'abord on a d'un côté un combat de boxe, un combat sportif, agonistique, bien connu d'aujourd'hui, et de l'autre côté la gladiature, où on n'est pas sur un combat agonistique, on n'est pas sur un combat d'affrontement. Et surtout, de Priscus et Verus, elle ne sait pas grand-chose à part ce que lui dit Martial. Et on va voir plus loin que ça n'a pas l'air vraiment d'être ça. Mais l'arbitre, il faut reconnaître que c'est génial. Après, est-ce qu'il va être utile? Est-ce qu'il va être utile avec ça? Ça, c'est la question. On va le voir. would go down in history. Tu peux arrêter tout de suite là. Là, tu peux arrêter. Enfin, je veux dire, là, il y a déjà, on a passé 15 secondes, on peut passer 2 heures. Bah, déjà, on peut le dire, il n'a pas compris comment s'utilise une arme d'ast. Je pense que c'est assez évident. Puis, bon, quoi dire? Alors, avec le rétiaire, on se retrouve toujours confronté à ce problème, 2 armes, 2 mains, et on se met comme ça et on y va. Et dès le début de l'action, il est là, il fouette. Et à un moment donné, je ne sais pas si tu as vu, mais il fait une volte complète. Ouais. Il donne un coup, il tourne complètement le dos à son adversaire qui est là et qui attend, finis ton truc parce que c'est la Corée, les gars. Et puis, hop, il se remet face à lui, il recule un petit peu, il se met en position. C'est typiquement quelque chose qui n'est... Alors, d'abord, moi, je trouve que c'est pas très beau à l'image. D'un point de vue même, je pense... chorégraphique, pour des spécialistes de la chorégraphie de combat, c'est pas génial. On voit les coups arriver, ils sont vraiment longs. C'est long, c'est vas-y, je te fais une attaque. En plus, ils choisissent tout au début de l'action de serrer, 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 pour surtout on voit pas trop ce que vous faites, on voit ça bouge vite dans le cadre, comme ça on est sûr que voilà, ça fait de l'action. Et c'est dommage, vraiment, quand tu as le trident, le filet, que tu as le rétiaire, toutes les capacités que tu as à montrer des techniques particulières de cet armement, d'être en incapacité de le faire. Et c'est vraiment dommage. Et l'autre, bon, qui fait ses grandes attaques, il ne sait pas trop quoi faire en face. Il fait ses grandes attaques. Est-ce qu'il n'est pas
Ce qui est assez intéressant en plus, c'est que là, le filet a l'air plus lourd que celui de Spartacus. On voit que les mailles sont plus épaisses, que la corde est plus épaisse, et on sent au bout de sa main, et par l'inertie de ce filet, qu'il a l'air plus intéressant à manier. Oui. Mais il ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, c'est ça. Là, le rétiaire, hein, le trident est pas mal, la manica est pas trop mal, même s'il n'a pas de galérus, elle n'est pas du bon côté. Mais bon, voilà, c'est encore une fois... C'est des choses qu'on peut accepter, voilà, on n'est pas sur de la pure reconstitution. Le filet, comme tu dis, il a l'air très bien, hein, il a l'air de bonne taille, il a l'air de bonne facture, épais, on ne voit pas le cordage autour et des choses pour alourdir, donc il a l'air bien fait, mais il le prend au milieu comme un sac et on voit qu'encore une fois, comme il fouette, il essaie de faire des tournicotons là pour faire des coups de fouet. Il ne sait pas du tout comment faire. En tout cas, sur le début de l'action, là, c'est flagrant. Et la volte, moi, ça me fait rire, quoi. Faire tourner le dos comme ça à son adversaire, sans préparation, sans rien. Il peut absolument venir quand il veut vers toi et te transpercer le dos, surtout qu'il ne donne pas de règles. Voilà, on ne sait pas trop si c'est... Donc, dès le début, ça... C'est mal parti. Ça tape fort. Ouf, le petit coup à plat. Bouclier. Oh, le lancer, il est joli. Hein. Oh, le lancer, très joli. Wow. Ça fait mal. C'est fou parce que cette scène, elle alterne tout, quoi. C'est sublime. Il y a le pire et il y a quand même pas mal le lancer. Le lancer de filet, il est joli. Il est bien. Alors, il le fait de la main gauche et bon, voilà, c'est pas grave, le départ du travail n'est pas bon. Mais le filet, comme tu disais tout à l'heure, il s'ouvre bien. Il est un peu plus lourd, il s'ouvre bien. Il se déplie bien, il part bien dans la bonne direction, il tourne bien sur lui-même. Donc, on a une action, tu te dis, ça va être impeccable. Et puis après, ça part en cacahuète. J'ai mal pour le pseudo-sécutor, parce que là, se prendre un coup de trident, normalement, comme ça, bien armé, normalement, ça pique. Oui, on voit que là, c'est pareil, le trident, tu parlais tout à l'heure, il ne sait pas utiliser une arme d'astre. Bah, là, on le voit clairement, il ne l'utilise pas du tout comme une arme d'astre, mais presque comme un bâton. Hein, comme s'il voulait faire des tours de tête, frapper avec le bâton. Il vient mettre un grand coup à plat du trident dans le casque. Ça n'est presque comique. Ah oui. Il arrive à arracher l'arme de son adversaire avec le filet, juste en mettant un coup comme ça. Bon, oui, tu peux perdre ton arme, ça arrive, mais bon, là, c'est quand même un peu gros. Et puis, je n'avais pas bien regardé l'arme. C'est presque une épée républicaine. Hein. On est sur un glaive très très long qui n'a rien à voir. Et puis, le petit détail intéressant, c'est qu'on le voit au moment dans une des actions, il y a une boule du trident à l'arrière. Oui. Si tu reviens en arrière, je pense qu'on la voit bien à un moment donné quand il fait ses tours. Là, le filet quand même. Là, vraiment, voilà, on la voit là, je crois. Hein. Ouais, c'est vers ici, on le voit juste au moment ici, hein, pendant un court instant, une petite fraction de seconde. Où il fait... Voilà, là, ici, on l'a bien vu. On l'a bien vu, ouais, il a une boule. Alors, je ne sais pas si ils ont rajouté cette boule pour faire un contrepoids pour que le cascadeur, le comédien, puisse faire, parce qu'il fait vraiment des tours de tête, il tourne le bâton plusieurs fois, la hampe du trident au-dessus de sa tête, donc peut-être ça a l'aidé. Je ne sais pas, sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est quand même... Peut-être qu'on se retrouve un peu comme dans Spartacus avec ce protège-main, finalement à rajouter un élément parce que le combattant, le cascadeur se retrouve face à un problème et qu'il faut compenser ce problème, alors on rajoute un élément, bon, sans trop savoir pourquoi, alors que la boule, ça ne se voit sur aucun trident archéologique, aucune représentation, il y a une boule à l'arrière. Non, il n'y a pas de contrepoids à l'arrière et il n'y en a pas besoin si tu l'utilises comme c'est représenté sur les sources. On se retrouve là, vraiment confronté à quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué sur les autres vidéos, mais le contenu technique utilisé par les cascadeurs. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur d'autres vidéos, et clairement, on a là des cascadeurs qui n'ont pas de contenu technique martial historique. Ils ont un contenu technique martial moderne, peut-être, bon, encore que là, moi je trouve que c'est pas très très bon, mais bon, peu importe. Ils ont un contenu martial moderne, ils ont fait de l'escrime de spectacle, et ils prennent n'importe quel armement, et comme tu dis, à des moments, ils ont besoin d'adapter, mettre une boule pour rééquilibrer. Et du coup, sans contenu réel historique, ta chorégraphie, forcément, ça va pas être bon.
Alors, voyons la suite. Il perd le casque, hein, normal. The poet Marshall writes that Verus and Priscus were evenly matched, and that both fought with equal determination. Neither of them would show the sign of surrender, the raising of a single finger. Alors là, elle nous parle justement de ce texte de Martial. Oui, oui, oui. Là, en fait, on se retrouve confronté à un double problème. Il y a le problème technique dont on parlait, qu'on évoquait, et qui est balayé, parce que c'est des cascadeurs, donc c'est plus simple. Une fois que le casque est ôté, on se retrouve quand même avec un gars qui a plus de bouclier, plus de casque, plus d'armes. L'autre en face, il a un trident. Il est censé le tuer si on suit leur théorie. Et il met des coups en rotation au lieu de mettre des coups de pointe pour que l'autre puisse bloquer et qu'on passe à main nue. Pourquoi? Parce qu'on va passer à main nue, c'est des choses qu'on connaît, qu'on peut contrôler, sur lesquelles on sera plus efficace, et on sera tous les deux visage découvert et ça va mieux passer à l'écran. Alors bon, ça montre la faiblesse de la connaissance de la combatique de cette période. Et là où c'est pire pour moi, c'est que c'est justifié par leur historienne apparemment sur un texte de Martial. Ce texte de Martial, qui est dans l'ouvrage Les spectacles et qui parle de l'inauguration du Colisée, c'est sur le combat de Priscus et Verus, je disais tout à l'heure, il ne parle pas du tout de ça. Il parle de deux combattants qui prolongent le combat. La foule dans l'amphithéâtre crie de libérer ces deux gladiateurs, quartier pour ces deux gladiateurs. César, enfin l'empereur qui est là, le César qui est là, l'empereur qui est là, ne veut pas, parce qu'il a promulgué une loi où, pour terminer le combat, et c'est Martial qui le dit, hein, il faut lever le doigt pour arrêter le combat, pour abandonner. Comme aucun des deux n'a levé le doigt, il lui dit on prolonge le combat. Et le texte dit, c'est assez rigolo, hein, le texte dit cette loi voulait que le combat durât jusqu'à ce qu'un des deux combattants levait le doigt. Plusieurs fois, il, en parlant de l'empereur, leur fait donner ce qui était permis, des vivres et des présents. Donc ce qui est vraiment intéressant dans le texte, c'est qu'on apprend que si un combat dure très longtemps, c'est autorisé de faire donner des vivres et des présents aux gladiateurs pour qu'ils puissent avoir la forme pour continuer le combat. Bon, c'est sûrement un peu exagéré de la part de Martial, mais peu importe. Et finalement, dans ce passage, Martial conclut qu'au bout d'un certain temps, comme aucun des deux n'a posé le genou au sol, n'a levé le doigt, César est bien obligé, lui aussi, de donner à chacun l'égalité. En donnant à chacun, il dit la baguette de congé et la palme de la victoire. Donc finalement, on se retrouve à la fin du combat sur une égalité, par un combat qui se prolonge, la lutte qui se prolonge. Mais en aucun cas, ils doivent être sans armes, sans armure et faire ça corps à corps. C'est vraiment une double erreur, celle de la connaissance des combattants pour moi et celle de l'appropriation d'un texte. Surtout que, si je ne dis pas de bêtises, sur la perte d'armes, on a des sources qui nous montrent que justement, si un combattant perd une arme, notamment on casse une arme, il peut y avoir arrêt du combat. Oui, c'est d'autant plus dommageable qu'effectivement, on a les sources, on a les documents, et on voit très clairement, notamment sur un gobelet qui est très clair là-dessus, un arbitre qui arrête le combat, parce qu'un des deux combattants montre qu'il a son arme cassée, donc on voit le bouclier qui est incliné, il a la main avec l'arme cassée, l'autre en face fait exactement la même chose, bouclier incliné, la main dessus, on voit l'arme complète, et derrière le combattant qui a l'arme cassée, on voit ce qu'on appelle un ministri, c'est-à-dire un agent de piste qui court avec une arme pour la lui rendre, et on sait que c'est la sienne parce que c'est un trace qui est symbolisé, et le ministri tient une sica supina, donc il n'y a pas de doute sur la scène. Et ça montre très clairement que quand on perd une arme, quand on casse une arme, on arrête le combat, on redonne l'arme pour repartir avec un équilibre et continuer le spectacle. Là, pour moi, c'est un aveu de faiblesse, pardon. C'est vraiment, on ne sait pas, alors on donne quelque chose en pâture au spectateur. C'est pas très très bon. Et elle évoque quand même, dans le texte, elle dit cette histoire de lever le doigt et de personnes abandonnées. Donc elle le sait, elle a eu le texte. Mais
pour des raisons sûrement idéologiques, hein, je ne connais pas cette historienne et la ligne de cette production, mais sûrement que pour des questions idéologiques, on ne va pas chercher plus loin que ce qu'on pense. On ne cherche pas à analyser vraiment le texte avec un vrai recul et la gladiature avec un vrai recul, et ça donne ça. C'est vraiment, à côté de Spartacus de Kubrick, Ah ben là, on a le jour et la nuit, alors que on est 50 ans avant avec Kubrick. bon, l'arbitre du début, qui pour le moment est le grand absent. Ah, clairement, on l'a vu au début donner le départ, et puis là, il n'est même pas sur l'image. Peut-être qu'il s'est assuyé avec dans le C'est ça, dans les gradins. Regarde, hein, On va peut-être le voir un peu plus loin, mais pour l'instant, il est inopérant. Why doesn't one of them just yield? Because to yield is to die, idiot. Là, ça lutte. Justement, on parlait de lutter. Bon, j'imagine quand même la personne qui est au dernier rang et qui doit regarder le combat depuis ses gradins, c'est pas évident. Hein. Alors, là, en fait, Both have yielded at the same time. As blind as Tiresias. No, look. en fait, ils essayent de surinterpréter le texte. Le texte de Martial dit que la loi, la règle, c'est jusqu'à ce qu'un des deux combattants eût levé le doigt pour abandonner. Et là, donc, pour évoquer ça, ils sont au sol, ils sont en train de se faire une pseudo-cravate, un pseudo-étranglement. Bon, c'est très très mal fait. Et je pense qu'on aura l'occasion de voir des scènes de combat encore à corps un peu plus intéressantes. Et là, du coup, ils lèvent tous les deux le doigt, comme ça, tout petit. Comme tu disais, depuis les gradins. Ah, mais imagine au Colisée, si on est déjà allé là-bas, c'est immense. Si tu dois regarder le combat de deux mecs qui sont en train de lutter au sol. Tu ne peux pas voir le petit doigt qui se lève comme ça. Enfin, c'est impossible. Les gens au dernier rang, ils n'ont rien compris. Et ils font style que dans la loge impériale, ça se voit et qu'ils sont en train de lever le doigt tous les deux en même temps. Mais ouais. Et puis, dans tous les cas, c'est pas ce que dit le texte. Le texte ne dit pas qu'ils ont levé le doigt en même temps. Le texte dit justement qu'aucun des deux n'a levé le doigt, qu'aucun des deux ne se soumet, qu'ils sont de force égale, qu'ils combattent à succès égal et que la victoire était balancée entre eux. Donc aucun n'arrive à prendre l'avantage et aucun ne lève le doigt. Lever le doigt, c'est un signe de soumission. C'est vraiment le signe de soumission des gladiateurs. Je lève le doigt, je vais me mettre au sol et je me soumets. Là, on a deux chiffonniers qui se battent sur du sable et voilà, c'est que de la justification de choses mal comprises, mal analysées et sans contenu. C'est vraiment pas très bon du tout. Je m'interroge sur la valeur pédagogique du documentaire. Ah oui, ça globalement, c'est autant dans un film, on peut accepter des fois certaines divagations, là, pour un documentaire, qui a une valeur pédagogique, normalement, c'est quand même assez discutable. Oui, on est sur quelque chose fondamentalement, il faudrait avoir toute la ligne directrice de cette série, mais fondamentalement, on est sur quelque chose d'idéologique. On veut montrer un certain point de vue, un certain angle sur la gladiature, et on ne cherche pas à montrer ce qu'elle était ou à l'analyser ou à même ne serait-ce que s'interroger sur ce qu'elle était. Parce qu'on présenterait ça avec une interrogation, pourquoi pas? Là, ce n'est pas le cas. A dilemma. I suppose both must die. Remarkably, thanks to Marshall's poetry, we know that on the opening day of the Colosseum, almost 2,000 years ago, the gladiator fight between Priscus and Verus ended in a draw. What are you? The crowd have been deprived of their moment to watch. Ah bah, je peux comprendre qu'ils ne sont pas contents, ils voient rien. Le signe de la mort, comme d'habitude. Pacify them, or he'd have a riot on his hands. Gladiators, you fought bravely and well. By decree, one of you should go free, and one of you should die. C'est soit libre, soit mort. Il n'y a pas de demi-mesure. Your courage and your commitment, and decided to present you both with these wooden staffs. Both shall go free. Bon. On va terminer voilà, sur une remise
Une remise de palme. Oui, en fait, donc, ils font parler Titus, hein, donc l'empereur qui descend sur la piste. Bon, pourquoi pas, il descend sur la piste pour aller voir de plus près les gladiateurs et se faire voir de tout le peuple. Bon, pourquoi pas. Et il insiste sur le fait que normalement, vous devriez être soit libre, soit mort. Bon. Et c'est typiquement là aussi un choix idéologique, puisque le texte de Martial ne dit pas du tout ça. Il dit que... soit ils sont renvoyés dans les quartiers. Voilà, et puis que César obéit lui-même à la loi qu'il a faite. Cette loi voulait que les combats duraient jusqu'à ce qu'un des deux combattants eût levé le doigt. On ne parle pas de mort. On dit que le combat ne s'arrête que quand un des deux se soumet, eût levé le doigt, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, je lève le doigt, j'abandonne, je me mets au sol. Donc on est vraiment sur une surinterprétation. Bon, très bien. Et là, ensuite, finalement, il dit je vous donne la palme et vous êtes libérés, vous êtes libres tous les deux. Donc on est sur une égalité, typiquement. Et ce texte de Martial, c'est un des éléments archéologiques qui nous montre cette possibilité d'avoir un renvoi de gladiateurs, qu'on dirait aujourd'hui, à égalité. Mais, et c'est là où la connaissance à la fois de la combatique et à la fois du contexte historique est importante, c'est que quand on regarde les autres sources qui citent ce type de combat, le texte qui est avec n'est pas à ex aequo. Le texte qui est avec, c'est stantes missi, c'est-à-dire qu'ils sont renvoyés debout. Donc ça renvoie à cette règle dont Martial parle de Titus, du doigt levé de la soumission. Si aucun des deux ne va au sol, ne se soumet, ils sont donc tous les deux debout, ils terminent le combat tous les deux debout, ils sont renvoyés stantes missi, une forme d'égalité, ce qui n'est pas du tout. Mais non, les deux ils étaient au sol. Donc, exactement. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on est vraiment dans de la confusion, c'est incroyable de se méprendre à ce point. Et la palme, pour le coup, est-ce que c'est un élément qui est véridique? On a cette palme qui peut être offerte aux gladiateurs? Alors oui, on a des représentations de palmes, de victoire. On a deux gros symboles représentés dans l'iconographie et connus par les textes, c'est la couronne et la palme. Donc il y a deux grands types de combats. Des combats où la mort est possible et des combats où la mort n'est pas possible, jamais, où ce sera juste des combats, celui qui se soumet, il n'y aura jamais une demande de mise à mort. Donc, c'est les combats les plus souvent, les plus répandus, peut-être 9 combats sur 10, on ne va jamais avoir la mort. Et puis, on a des combats où, de temps en temps, on appelle aussi sine missione, on risque sa vie si on est celui qui perd et si l'empereur ou le producteur du spectacle le décide. Donc la palme, c'est bien identifié. Enfin, pour une production américaine, ils auraient pu quand même trouver une palme conséquente. Quand on la voit dans l'iconographie, c'est une grande palme. On sait ce que les palmiers peuvent fournir. Là, c'est franchement, elle est toute défraîchie. C'est un combat. L'inauguration du Colisée, c'est 100 jours de jeu. C'est des millions et des millions qui ont été investis là-dedans. Et ils donnent une palme de cours de récré. Enfin, franchement, ça dénote une volonté. Je pense qu'ils ne voulaient pas faire quelque chose de trop grandiloquent, alors qu'on est sur le plus grand événement de l'histoire pour les gladiateurs. L'inauguration de l'amphithéâtre Flavien à Rome, 100 jours de jeu, c'est 12 000 combats, si je me souviens bien, qui ont eu lieu en 100 jours. Donc c'est incroyable. C'est vraiment... c'est presque dédaigneux, c'est presque volontairement dédaigneux sur les gladiateurs. Voilà, il y a un fond idéologique. Donc au final, on peut remarquer avec ce nouveau épisode que au-delà des fois de la méconnaissance qu'on peut avoir sur le sujet, comme pouvait avoir par exemple Stanley Kubrick, des fois c'est ses propres a priori là-dessus et sa propre volonté à axer son regard qui peut vraiment amener à des choses mauvaises. Et donc finalement, un documentaire, là dans ce cas-ci, nous montre un combat gladiateur qui est bien plus mauvais, on peut le dire clairement, que ce que pouvait proposer Stanley Kubrick facilement 40 ans auparavant. Et donc ça nous montre bien que finalement, tout n'est pas toujours une question de méconnaissance. Oui, tu as parfaitement raison. On voit bien là, si on compare les deux, c'est vraiment très flagrant, comme tu le dis. D'un côté, dans les années 60,
On peut dire que Kubrick manque de données historiques, et c'était vrai à son époque. Là, dans les années 2010, on a toutes les données, on a toutes les informations. Il y a eu tout un tas d'ouvrages qui ont été réalisés, de recherches archéologiques. On a les informations, il y a eu des expositions. Mais volontairement, comme tu dis, en voulant prendre un angle de vue, eh ben, on va présenter quelque chose qui est bien plus mauvais. Et c'est encore plus dommageable pour un documentaire, c'est pas très très bon. Et on va voir si dans notre prochain épisode sur une série, justement, bien plus moderne, et on va voir si tout cela peut s'améliorer. Voilà que se conclut ce nouvel épisode de réactions et de commentaires. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser aussi en commentaire, justement, si vous avez des vidéos de combats antiques que vous aimeriez justement qu'on puisse analyser. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à une prochaine sur Acta Vidéo.